Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. À la une, le chef du Parlement malien a séjourné la semaine dernière à Ouagadougou. Séjour mis à profit pour dynamiser les différents axes de coopération parlementaire avec son homologue du Burkina. Le point en début d'édition. Le Burkina Faso s'est doté le 18 juillet dernier d'un nouveau code minier en phase avec les aspirations du peuple. De nouvelles réformes pour galvaniser le secteur et accroître les rendements fiscaux. Pour en parler, nous recevons le député Yen Diedon Ale, membre de la Commission du développement durable, commission saisie au fond du dit dossier. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Je vous l'annonçais en titre, le président du Conseil national de transition du Mali, accompagné d'une délégation de parlementaires maliens, ont séjourné à Ouagadougou les 24, 25 et 26 juillet dernier. En marge de cette visite, ils ont assisté à une séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification pour le financement du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Le dit projet de loi vise à améliorer la mobilité urbaine, l'accès aux services sociaux de base et aux opportunités économiques, mais aussi à renforcer les capacités institutionnelles de gestion urbaine dans des villes secondaires telles que Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya. La synthèse avec Anatole Nakulma et Alizeta Nakanabo Kwanda. Améliorer la mobilité urbaine, l'accès aux services de base et aux opportunités économiques et renforcer les capacités institutionnelles de gestion urbaine dans des villes secondaires sélectionnées au Burkina Faso. Tels sont les objectifs visés par le projet de loi portant autorisation de ratification pour le financement du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Au regard de l'importance de ce projet de loi, les députés n'ont pas hésité à autoriser la ratification de l'accord de prêt. C'est un projet dont la mise en œuvre vise à répondre à l'épineux problème de mobilité urbaine dans les villes concernées par ce projet. Il s'agit de Bobo-Dioulasso, de Waiguya et de Kaya. Alors justement, pour résoudre cette question de mobilité urbaine, le projet prendra en charge la construction d'infrastructures routières, l'acquisition de matériel roulant, dont des bus pour le transport urbain, et une phase pilote d'acquisition de taxis, l'aménagement de plateformes multimodales pour gérer le fret urbain et bien sûr d'autres services sociaux, économiques et de base. À travers l'adoption de ce texte, le gouvernement est rassuré que des progrès énormes seront faits en matière d'amélioration de la mobilité urbaine de façon durable. Ce faisant, les députés, lors du débat général de la séance plénière, ont interpellé le gouvernement quant à la mise en œuvre effective du projet. Au cours de cette plénière, l'invité de marque, Malik Diao, président du Conseil national de transition du Mali, s'est adressé à la représentation nationale. Je vous propose de le suivre dans cet extrait signé Idrissa Warga et Alizeta Nakanabo Kwanda. Comme vous le savez, c'est grâce aux plus hautes autorités du Faso que je suis ici, à Ouagadougou, dans le cadre de la sortie de la 12e promotion de la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. Vous comprendrez donc que je veuille remercier les autorités du Faso avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour avoir accepté de donner leur quitus au choix porté sur ma modeste personne en tant que parrain de cette promotion. La création de la Confédération AES prouve, si besoin en était, notre appartenance à un vaste ensemble géographique ayant en partage la même entité historique. Nous sommes obligés, on ne le dira jamais assez, de vivre ensemble car nous sommes liés par le même destin. Nous avons en commun l'esprit de partage, de communion. Notre réussite dépendra en partie des initiatives à prendre pour le bonheur du peuple de l'AES. Nous, peuple de la Confédération des États du Sahel, sommes investis d'une mission sacrée qui a pour nom la recherche de l'objectivité et de l'engagement révolutionnaire
pour mieux cerner les réalités de développement politique, économique, social et culturel du Sahel. La lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot. Le président du Conseil national de transition du Mali a, au cours de son séjour, échangé avec son homologue burkinabé sur les priorités actuelles des pays de l'AES, notamment la perspective de création des sessions confédérales des parlements des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Il a également parrainé la cérémonie de sortie de la 12e promotion de formation initiale d'officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Malick Diaw s'est aussi entretenu avec le chef de l'État au cours d'une audience au palais de Koulouba, mais également avec le Mogo Naba Bangogo avant de quitter Ouagadougou dans la soirée du 26 juillet dernier. Vous le savez, le nouveau code minier a été adopté en plénière le 18 juillet dernier. Ce référentiel juridique a pour objectif de permettre au pays de disposer d'un texte adapté aux évolutions du secteur minier et de favoriser une meilleure gestion du secteur tout en permettant aux communautés locales de tirer des avantages substantiels de l'exploitation minière. Pour en savoir davantage, nous avons interrogé l'honorable Yen Diedon Alain, membre de la Commission du développement durable, commission saisie au fond pour l'analyse du dit dossier. On l'écoute au micro d'Axel Nicole Yaro. Bonsoir honorable. Bonsoir madame. Le projet de loi portant code minier a été adopté au cours d'une séance plénière le 18 juillet 2024. Qu'est-ce qui a nécessité la réforme de ce code minier? C'est un exercice qui est courant dans notre pays. Nous avions déjà eu auparavant des textes. Nous avions élaboré le code de 2003 qui a été mis en œuvre, qui a été évalué, qui a valu que nous faisions un pas pour aller de l'avant avec le code de 2015, donc qui a connu des avancées par rapport au code de 2003. Et partant du fait que le secteur minier c'est un secteur dynamique, donc il est de bon ton qu'au bout d'un certain nombre d'années, il est nécessaire qu'on puisse encore regarder l'orientation qu'on a donnée pour la gestion, en tout cas minière dans notre pays. Quelles sont les innovations majeures de ce nouveau code minier? Tout ce que nous avions mis dedans doit permettre à notre pays de maximiser des retombées de l'or. Ça c'est fondamental. D'autres innovations liées aux difficultés ou les leçons tirées dans le code de 2015, c'est le cas par exemple de l'exclusion des personnes physiques au niveau du permis de recherche, qui est exclusivement maintenant réservé pour les personnes morales. Autre innovation aussi, c'est l'ouverture du capital. Voilà, donc la part de l'État est passée de façon gratuite de 10 à 15%. C'est pour nous conformer aux tests communautaires de l'UEMOA. Et quel bilan peut-on faire du code minier de 2015? Dans le code de 2015, il avait été fait cas de l'emploi des nationaux. Ah oui, parce que les mines, c'est aussi comme un secteur comme les autres. Ils doivent être source de créateurs d'emplois pour notre pays. Et deuxièmement, ce sont les richesses du Burkina. Il faut que les Burkinabés aient les compétences pour pouvoir maîtriser toute la filière et en assurer la gestion. Au cours de cette séance plénière, des recommandations ont été faites par les députés au gouvernement. Oui. Peut-on en savoir davantage? Avec cette orientation de souveraineté, de reprendre les choses en main et de maîtriser ça, et nous avons orienté au gouvernement de disposer de sociétés de patrimoine minier. C'est tout à fait normal. Avec les investisseurs nationaux, nous pouvons arriver à cela. La deuxième recommandation, nous avons fait l'exercice, mais nous sommes actuellement dans une confédération, qui est la confédération de l'AES. Nous avons recommandé qu'au sein de cette confédération, il y ait un exercice d'adoption du code minier dans la confédération pour pouvoir harmoniser les approches pays. Voilà. Donc, dans une perspective de relever notre degré de compétitivité. Troisième recommandation, c'est la création d'une école de mine. Il faut aussi transformer le laboratoire du BIMIGEP. Il faut investir, il faut construire, il faut équiper, il faut des ressources humaines. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. On poursuit cette semaine encore avec la découverte des institutions interparlementaires. On reparle de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique UPCI à travers le vocable du jour.
Cette organisation interparlementaire est composée de 6 organes nécessaires à son fonctionnement. Découvrons-les avec le chargé des relations publiques à l'ALT, Honorable Bationo. Les organes de l'EPCI sont la conférence, la troïka présidentielle, le comité général, le comité exécutif, le secrétariat général et les finances. La conférence comprend les présidents des parlements membres de l'Union ou leurs représentants, en sus de 4 parlementaires au plus pour chaque membre de l'Union. Le président du Parlement du pays hôte préside les réunions de la conférence. La conférence tient ses réunions une fois par an aux dates et heures fixées par le comité général. La troïka présidentielle se compose du président en exercice, de l'ancien président et du président futur. La dite troïka peut faire des propositions à la conférence, au comité général et au comité exécutif pour la réalisation des intérêts et des objectifs de l'EPCI. Le comité général se compose de 2 membres pour chaque délégation membre de l'EPCI. Le comité général se réunit une fois par an. Sa réunion doit être tenue dans le pays hôte juste avant celle de la conférence. Le comité exécutif est chargé d'étudier les demandes d'adhésion ou de réadmission à l'Union, d'examiner les demandes d'adhésion à l'UPCI en qualité d'observateur, d'élaborer le projet d'ordre du jour du comité général et de la conférence, de donner son avis sur les demandes d'inclusion des points supplémentaires dans l'ordre du jour du comité général ou de la conférence, de superviser les travaux et les activités du secrétariat général relatifs à la mise en œuvre des résolutions, décisions et recommandations adoptées par la conférence ou le comité général. Quant au secrétariat général, il faut préciser que c'est la conférence qui élit le secrétaire général sur proposition des membres de l'Union. S'agissant des finances, ce sont les parlements membres qui alimentent le budget de l'Union, selon le barème de contribution de leur État respectif au budget de l'OCI. 4 comités spécialisés permanents sont mis en place pour faciliter le travail des parlementaires. Ce sont 1. Le comité des affaires politiques et des relations extérieures. 2. Le comité des affaires économiques et de l'environnement. 3. Le comité des droits de l'homme, de la femme et des affaires des familles. 4. Le comité des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions. La 15e conférence de l'EPCI s'est tenue à Ouagadougou en janvier 2020, apportant une preuve supplémentaire de la bonne coopération entre le Parlement burkinabé et l'EPCI. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir, disait Jean Jaurès. Puisse la paix revenir au Sahel. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.